Alors, j'aimerais accueillir avec plaisir Madame Marie-Hélène Chalifour, qui sera notre prochaine conférencière pour la présentation « Comprendre pourquoi il m'arrive de perdre patience avec mes enfants ». Madame Chalifour est une psychoéducatrice, membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec depuis 2008. Marie-Hélène travaille en pratique privée depuis plus de 2 ans. Elle fait de la consultation auprès des familles qui ont des enfants entre 0 et 10 ans et anime des ateliers sur divers sujets entourant la parentalité. Elle a aussi plusieurs années d'expérience en CLSC auprès de la clientèle jeunesse. Vivant la parentalité au quotidien avec 2 enfants, Marie-Hélène accorde une grande importance à ce rôle qui n'est pas toujours facile à assumer. Elle aborde avec sensibilité, empathie, respect et non-jugement la mission de ses services, avec comme lunette l'approche empathique, elle écoute, informe, accompagne et soutient les familles pour mieux leur permettre de voir la situation autrement. Alors, accueillons tous ensemble Madame Marie-Hélène Chalifour. Alors, bonjour tout le monde. Si jamais je parle trop fort, pas assez fort, je suis pas super à l'aise avec les micros, fait qu'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez vous rapprocher aussi, vu qu'on est un petit peu moins nombreux, n'hésitez surtout pas. Alors, je suis ici effectivement aujourd'hui pour vous parler de pourquoi est-ce que il m'arrive de perdre patience avec mon enfant. Alors, bon, qui suis-je? On m'a déjà présenté. La seule chose que je voudrais ajouter, en fait, c'est que effectivement, j'ai aussi 2 jeunes enfants. Donc malgré tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, malgré mes connaissances en éducation, puis en ce qui concerne le développement de l'enfant, ben il m'arrive moi aussi de perdre patience avec mes enfants parce que nous sommes humains et qu'il y a des facteurs de la vie qui fait qu'il y a des journées qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Alors je trouvais ça important de vous ajouter ce détail-là. Alors, pour la prochaine heure ensemble, ce qu'on va voir, c'est que d'abord, on va essayer de répondre un petit peu à cette question-là, de comprendre qu'est-ce qui fait que, comme parent, je peux perdre patience avec mes enfants. Suite à ça, on va regarder si je perds patience, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'impact ou les impacts que ça peut avoir sur la dynamique parent-enfant, sur la relation parent-enfant que j'ai avec mon ou mes enfants? Puis on va terminer ensemble pour se dire, bon, maintenant que j'ai peut-être une idée de qu'est-ce qui fait que je perds patience, bien, comment je fais pour essayer de diminuer, en fait, ces moments-là où c'est plus difficile. Donc, on va essayer de découvrir, en fait, des outils plus concrets dans votre quotidien, voir ce que vous pouvez faire pour essayer de voir et intervenir autrement avec vos enfants. Alors, la première question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'il m'arrive de perdre patience avec mes enfants? Donc, spontanément, des fois, on aura envie de dire, parce qu'ils m'écoutent pas, parce qu'ils écoutent pas les consignes, parce qu'ils courent partout, parce que il argumente, il négocie. Donc, on est super bon pour trouver généralement des facteurs qui sont plus attribuables à notre enfant de oui, mais tu sais, s'il avait pas fait ça, j'aurais pas perdu patience. Bon, effectivement, des fois, ça peut être le déclencheur qui fait que, on va le voir un petit peu plus loin, qui fait que je vais perdre patience. Mais qu'est-ce qui m'appartient, dans le fond, comme parent, dans cette situation-là, qui fait que je perds patience? Parce que la personne qui va, mettons, lever le ton, l'envoyer dans sa chambre, lui donner une conséquence, ben ça reste que c'est moi comme parent. Alors, qu'est-ce qui peut, moi, alimenter ces réactions-là? Eh bien, une des réponses, parce que je ne tiens pas la réponse, puis il n'y en a pas juste une, mais une des réponses qui explique plusieurs de mes réactions d'impatience, eh bien, c'est le stress. Donc, le stress, c'est un mot qu'on entend un peu de tout bord, tout côté. Puis effectivement, le stress, c'est quelque chose de bien, tu sais, parce que si on n'a pas de stress dans la vie, on meurt. Tu sais, l'humain a besoin d'avoir un minimum de stress dans la vie. Il assure notre survie comme espèce humaine, il nous donne la motivation, il nous donne la persévérance, il nous donne envie de foncer. Là où ça devient plus
le côté pervers, en fait, c'est quand le stress est omniprésent dans ma vie, quand il est dans beaucoup de sphères de ma vie, puis que j'ai l'impression qu'il me gruge beaucoup d'énergie, puis qu'il est là pas mal tout le temps, pas mal quotidiennement. Et là, quand il devient chronique, ben là, ça devient un petit peu plus difficile à gérer. Alors, pour vous illustrer un peu plus ce concept-là de stress, on va partir d'une mise en situation à laquelle je vais revenir plusieurs fois dans la rencontre. Donc, l'idée que, bon, la mise en situation, là, je vous donne un exemple, mais si vous en avez une autre dans votre tête, là, de situation de stress qui est quasi systématique, que vous perdez patience, vous pouvez avoir cette idée-là dans votre tête, puis c'est bien correct. Donc, vous êtes sur le point de partir du bureau, vous partez toujours à 4h30, puis parce que vous savez que quand vous partez à cette heure-là, ça va bien, vous arrivez, la routine va bien, toutes les choses se placent. Mais là, ce soir-là, votre patron il arrive à 4h15, puis là, il vous dit non, là, tu peux pas partir ce soir, moi, il faut vraiment que je te rencontre, j'en ai au moins pour une demi-heure, tu peux vraiment pas partir, il faut que tu restes. Donc là, déjà, vous partez avec un 15-30 minutes de retard. Vous embarquez dans votre voiture déjà un peu comme, tu sais, stressé, un peu pressé. Là, vous arrivez, soit qu'il y a de la circulation, soit, je sais pas les réalités de vos régions. Des fois, ça peut être de la circulation, ça peut être de la construction, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui bloque la circulation, qui fait que vous avez un autre 15-30 minutes de retard. Et là, dans votre tête, ça part. Mais là, je vais arriver en retard. Mon enfant va être le seul au service de garde. Là, je vais arriver, mon souper n'est pas fait parce que moi, je pensais d'arriver à 4h15, mais 4h30, mais là, finalement, j'arrive plus tard. Donc là, si je fais mes devoirs après, il va être fatigué, il va se coucher tard. Bref, ça part facilement dans votre tête, toutes les idées de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, dès ce moment-là, il se passe quelque chose dans votre corps, c'est-à-dire que vous êtes en réaction de stress. C'est-à-dire que dans votre cerveau, là, je ne vous ferai pas un cours de biologie, mais brièvement, c'est que dans votre cerveau, il y a une partie qui s'appelle l'amygdale. Pas les amygdales qu'on a ici, mais c'est vraiment une partie de notre cerveau, en fait. Et que lui, là, quand il voit une menace, là, comme là, il voit un stress potentiel ou une menace potentielle d'arriver en retard puis que ma soirée soit un chaos, ben à ce moment-là, c'est comme un gros système d'alarme qui se met à sonner. Tu sais, comme un système de feu là, qui fait bip, 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 bip. Ben, c'est comme ça dans votre cerveau. Donc là, votre corps, lui, tout de suite, il se met comme en attaque pour faire « Ouh, je vais passer au travers de ça, je vais réussir ». Donc là, vous sentez, là, déjà, là, je peux avoir chaud, je peux avoir des palpitations, je peux avoir ma mâchoire qui se serre comme ça ou que je me sens que mes épaules sont comme de même, là. Donc là, ce que ça dit, ça, c'est que votre corps, là, il y a comme des réponses physiques de stress. Là, il se passe quelque chose dans votre corps et ça va pas bien. Et lui, il est prêt à combattre parce que sa job, c'est de vous sauver la vie, là. Lui, il a vu une menace, il dit, ben, je peux pas laisser de même, je vais sauver la vie. Donc là, toute cette énergie-là dans votre corps est prête à combattre, là. Et quand je vis un stress, j'ai trois choix. Je peux soit attaquer, je peux soit fuir. Si je ne peux ni attaquer ni fuir, je vais figer. Je vais vous expliquer plus concrètement tantôt ça fait quoi. Juste retenir ça. Puis c'est pas moi qui décide qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est mon cerveau qui automatiquement m'envoie une réponse et je la mets en action. Ce qui fait que quand, mettons, vous iriez vous promener dans la forêt et vous croiseriez un ours, votre cerveau tout de suite va se mettre en réaction pour essayer de vous sauver la peau. Vous n'avez pas le temps de vous demander « je fais quoi ». Généralement, votre corps va vous propulser vers la réponse assez rapidement. Alors là, on se ramène, là, je suis dans mon auto, j'ai toute mon énergie dans mon corps, là, puis là, je suis comme prête à combattre parce que je stresse avec le reste de ma soirée qui s'en vient, puis le retard qui s'est accumulé dans ma routine. Qu'est-ce qui arrive si je ne libère pas toute cette tension-là, puis cette énergie-là que j'ai dans mon corps? C'est que je deviens très sensible aux moindres contrariétés de mon environnement. Et on sait qu'avec nos enfants, ils peuvent nous faire vivre de nombreuses contrariétés dans une soirée. Donc, on devient plus vulnérable, plus fragile. Je vous donne l'exemple. On revient à la situation. Vous finissez par arriver chez vous, là. Vous commencez votre souper en vitesse, puis là, vous vous dites OK, là, je vais commencer ses devoirs tout de suite parce que là, si j'attends après le souper, il va être fatigué, puis là, ça va être le chaos, ça fonctionnera pas. Donc là, vous dites Hey, William, viens faire tes devoirs. On n'entend rien.
pas de réponse. On va le dire un peu plus fort, tu sais, peut-être qu'il va comprendre. Fait que William, viens faire tes devoirs. Là, il vous fait non, ça me tente pas. Alors là, si j'ai pas libéré toute cette tension-là que j'ai dans mon corps là, avant de rentrer dans la maison, ça se pourrait que ça soit un moment que je perde patience. Ça se pourrait que ça soit un moment que j'ai dit, là, si tu fais pas tes devoirs, là, tu t'en vas dans ta chambre, ou tu n'auras pas de tablette, ou ben arrange-toi tout seul d'abord, c'est pas mon problème. Donc, si j'ai une réaction de ce genre-là, c'est que j'ai une réaction de stress. Parce qu'avant de sortir de mon auto, là, j'avais une grosse tension dans mon corps, puis je l'ai pas libérée. Puis quand il m'a dit non pour faire mes devoirs, c'était le meilleur moment pour sortir toute cette tension-là que j'avais accumulée dans mon corps. Alors que si, avant de sortir de ma voiture, par exemple, j'avais pris 3 grandes respirations, ou que vous, si vous n'êtes pas fort ces respirations, j'avais chanté à tue-tête dans mon auto, là, tu sais, pour me défouler puis sortir ce que j'avais à sortir. Ou encore que je m'étais fait un plan A, B, C, D, E. Là, tu sais, mais que j'arrive, là, je vais sortir ça pour le souper, là, je vais lui demander ça. Donc, d'avoir des plans que peut-être que je réaliserai pas du tout, mais juste des avoir en tête, c'est un peu moins stressant. Alors, bref, si j'avais sorti toute cette tension-là dans mon corps, probablement que j'aurais eu une réaction un petit peu plus empathique et un peu plus calme par rapport à la réaction de mon enfant. Et ce qui est important de retenir, c'est que votre cerveau, là, il fait pas la différence entre je croise un mammouth, je sais qu'il y en a plus maintenant, là, mais un mammouth ou un ours dans la forêt, et mon enfant refuse de faire ses devoirs. Que ça soit un ou que ça soit l'autre, là, votre cerveau, il détecte une menace et il va avoir la même réponse physique de stress que ça soit un ou que ça soit l'autre. Puis notre réponse de stress, là, on l'a depuis des milliers d'années. Tu sais, c'est la même que l'homme préhistorique quand il allait chasser pour amener de la nourriture à sa famille, qui croisait un mammouth, il n'avait pas le choix de sauver sa peau. C'est la même chose aujourd'hui. On a la même réaction. Mais il fait pas la nuance. Il a pas compris qu'on n'a plus besoin d'aller chasser nécessairement pour manger. Il a pas compris ce bout-là. Donc, lui, il a encore la même réaction. C'est aussi intense, votre réponse de stress, finalement. Alors, lorsque je perds patience avec mes enfants, ben lorsque je perds patience, en fait, est-ce que mon enfant en est toujours la cause? Ben non. En fait, c'est que plusieurs de nos réactions d'impatience sont des réactions de stress. Oui, ça se peut que le comportement, quand mon enfant il me dit non pour faire ses devoirs, c'est un excellent déclencheur pour sortir tout mon lot de stress que j'avais accumulé dans ma journée. Mais si, par exemple, vous aviez eu une journée normale, que votre routine avait été la même que d'habitude, que vous n'aviez pas eu de facteur de stress, probablement que votre enfant vous aurait dit non, ça ne me tente pas de faire vos devoirs. Que vous auriez peut-être que non, mais peut-être que vous auriez eu une réaction plus, ben voyons, qu'est-ce qui se passe ce soir? Puis on aurait été plus empathique ou on aurait essayé de trouver une solution différente. Donc, bref, de se rendre compte que effectivement, ce n'est pas le comportement de mon enfant peut être un déclencheur, mais ce n'est pas la cause de toutes mes pertes d'impatience. Il y a quelque chose qui m'appartient comme parent et sur lequel j'ai le contrôle comme parent. Alors, on va regarder brièvement, parce que des facteurs et des déclencheurs de stress, là, il peut en avoir plusieurs dans vos vies. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes, c'est pas nécessairement les mêmes qui vous affectent. Donc, effectivement, des fois, on peut avoir la fatigue, l'épuisement, si j'ai pas dormi de la nuit, si je fais de l'insomnie parce que je vis quelque chose d'anxiogène dans ma vie, ça peut me rendre plus fragile. Si j'ai l'impression de manquer de liberté, si je suis un parent monoparental, que j'ai peu de soutien social, que j'ai pas souvent l'occasion de prendre du temps pour moi, de sortir, de jaser avec du monde, à un moment donné, ça ajoute du stress ça, dans nos vies. Le jugement d'autrui, la peur d'être jugé, la peur, j'ai l'impression que quand je dis ça à mon enfant, que je fais ça avec mon enfant, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit que c'est pas la bonne affaire, ou j'ai l'impression de me sentir jugée. L'insécurité financière, la pression du temps. Tu sais, quand j'ai l'impression que je passe mon temps à courir dans la vie puis que j'ai jamais le temps de reprendre mon souffle, ça aussi, ça devient stressant à la longue. Les conflits que je peux vivre avec mes enfants, ma famille élargie.
et l'influence de notre propre enfance aussi. Je l'ai mis en rouge parce que c'est souvent, en fait, c'est de juste pour avoir un peu d'indulgence envers vous-même, puis de prendre conscience que si moi, quand j'étais petit, là, mon parent ou mes parents, avec toute la bonne volonté qu'il y avait, puis les connaissances qu'il y avait, ben quand j'avais de la peine ou quand j'étais en colère, là, c'était difficile pour eux de m'accueillir. Puis c'était difficile pour eux, tu sais, c'était plus là, arrête de pleurer, là, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, ça va passer, on pleure pas. Puis ils faisaient pas ça pour mal faire. Mais si j'ai pas été accueillie dans ce que je vivais, si j'ai pas été accompagnée, si j'ai pas été reconnue, ben c'est sûr que quand mon enfant là aujourd'hui il vit des crises de colère puis il vit de la tristesse, c'est plus difficile comme pour moi comme parent de l'accompagner parce que je sais pas comment faire. Donc déjà si vous voulez faire autrement, c'est déjà super, c'est déjà un gros pas en avant. C'est important d'être indulgent envers vous-même et que si, malgré votre désir de vouloir faire autrement, vous y arrivez pas pour plein de raisons, ben c'est important d'aller chercher du soutien pour vous parce que vous le méritez puis vos enfants le méritent aussi. Alors, il y a aussi, pour ajouter à ça, Sonia Lupien, qui est une chercheuse en neurosciences, qui s'est intéressée, qui a fait de multiples études sur le stress. Et elle a comme composé une recette du stress, finalement. C'est qu'ils ont sélectionné de multiples situations de stress qu'on peut vivre dans notre quotidien. Et elle a remarqué qu'il y avait toujours un ou plusieurs de ces 4 ingrédients-là dans la situation de stress. Évidemment, plus j'ai d'ingrédients, plus je suis stressée. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Tu sais, au début, quand votre patron il vous dit là, faut que tu restes une demi-heure parce qu'il faut que je te parle, j'ai pas tant de contrôle. Oui, j'ai le choix de m'en aller, mais si je veux garder mon travail, ça serait peut-être mieux que je reste. Donc, je sens que j'ai peu de contrôle dans cette situation-là. L'imprévisibilité, c'est quand je rencontre quelque chose que je m'attendais pas du tout. Tu sais, quand vous êtes revenu chez vous, là, puis que d'habitude, il n'y a pas de trafic, puis que là, il y en avait, là, ben c'est un peu d'imprévisibilité. Là, ça augmente mon niveau on est rendu à 2 ingrédients, là. Fait que là, on commence à être un peu plus stressé. La nouveauté. Quand je fais quelque chose pour la première fois, quand j'ai jamais fait quelque chose, ça peut être stressant pour certaines personnes. Et quand mon ego est menacé. Tu sais, quand vous êtes dans l'auto puis vous vous dites « Ah non, mais là, si je suis la dernière qui va chercher son enfant, là, il va être tout seul, qu'est-ce que l'éducatrice va penser? » Donc là, mes compétences de parent ou mon ego de parent peut être mis un peu à l'épreuve. Donc, bref, dans la situation que je vous ai illustrée, je pourrais avoir 3 ingrédients de stress. Plus j'ai d'ingrédients, plus je suis stressée. La chose qui est importante de retenir, c'est que le stress, c'est vraiment un phénomène qui est individuel. Parce qu'on pourrait toutes vivre la mise en situation que je vous ai dit au début, mais on pourrait toutes la percevoir d'une façon différente. Ça ne serait pas tous les mêmes éléments qui nous feraient stresser. On regarde toute une situation, ça dépend avec quelles lunettes on la regarde. Et vous avez toute une paire de lunettes qui est différente selon votre vécu, selon ce qui vient vous chercher davantage. Puis ça, ça peut être bénéfique, on va le revoir dans les outils, d'apprendre à connaître qu'est-ce qui, moi, là, me génère plus de stress. Parce que c'est pas vrai que c'est commun à tout le monde, c'est vraiment un phénomène qui est individuel. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le stress, non, c'est pas juste le résultat d'une surcharge de stress ou d'avoir pas de stress, mais de temps, dans le fond, d'avoir une pression du temps. C'est vraiment un phénomène qui est individuel. Et ma réaction va beaucoup dépendre de ma perception de la situation, avec quelles lunettes je la regarde. Alors aussi, c'est que, bon, je l'ai dit, la plupart des moments où nous perdons patience c'est un moment où c'est une réaction de stress. Et une chose qui est importante de retenir, c'est que quand on est sous stress, c'est bien difficile de réfléchir. Vous vous rappelez quand votre système d'alarme dans votre tête se met à sonner, là, qui fait bip, 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 bip. Tu sais, quand vous êtes dans un immeuble et que ça se met à sonner, vous êtes concentré sur une seule chose, c'est sortir de là au plus vite. Si on vous demandait à ce moment-là de réfléchir, de résoudre une équation, de trouver une solution au problème, ça serait un peu difficile parce que là, votre corps, il est en réaction de stress, puis la seule chose qu'il veut faire, c'est vous sauver la peau. Donc, c'est bien difficile de réfléchir à ce moment-là. J'ai un court vidéo qui est seulement en français pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. On n'a pas de son.
Comment? Il parle, mais il n'y a pas de son. Oups. Voyons. OK. Ferme ton poing. Imagine que ta main On représente l'entend, ton mais cerveau. pas... La partie haute de ton cerveau Ah. est l'endroit où tu prends les bonnes décisions, même lorsque tu es en colère ou que tu as très peur. Maintenant, relève un peu tes doigts. Tu vois ton pouce? Il représente ton cerveau d'en bas. C'est de là que viennent les émotions les plus fortes. Il te permet aussi de faire attention aux autres, de ressentir de l'amour et d'éprouver de la colère. Arrête. Ça va bien. Bon. Là, il ne veut plus avancer non plus. Veux-tu que je te donne... D'éprouver de la colère ou de l'insatisfaction. Tu vois, si tu replies les doigts, la partie haute de ton cerveau, l'endroit où tu penses, touche ton pouce, comme ça. Elle aide la partie basse à exprimer calmement tes sentiments. Parfois, quand l'émotion est trop grande, tu peux piquer une crise. Déplie entièrement tes doigts, comme ceci. Ton cerveau d'en haut ne touche plus ton cerveau d'en bas. Cela signifie qu'il ne peut plus l'aider à se calmer. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans ton cerveau. Regarde ce qui est arrivé à Léo quand sa petite sœur a cassé sa tour en Lego. Il a piqué une crise et a voulu lui hurler dessus. Mais les parents de Léo lui avaient parlé des crises. Ils lui avaient expliqué que son cerveau du haut pouvait apaiser celui d'en bas. Léo était toujours en colère, mais au lieu de crier après sa sœur, il a réussi à lui dire pourquoi il était fâché et a demandé à ses parents de la faire sortir de sa chambre. Donc la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, imite ton cerveau avec ta main. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un point pour te battre. C'est juste une image de ton cerveau. Déplie les doigts, puis replie-les lentement pour qu'ils recouvrent ton pouce. Cela te rappellera d'utiliser ton cerveau du haut pour apaiser les émotions fortes de ton cerveau du bas. Alors, si je résume, en fait, là, c'est que, parce qu'au début, on entendait plus ou moins, dans notre cerveau du haut, c'est tout ce qui nous permet de trouver des solutions, de rationaliser, de comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, de mettre des mots dessus. Puis mon cerveau du bas, c'est tout ce qui est mes émotions, en fait, mes émotions brutes, finalement. Et quand je suis sous stress, ben mon cerveau du haut touche pas à mon cerveau du bas. Donc, les émotions que je vis, c'est très intense. Il y a plus ou moins de filtres, puis c'est ça. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'essayer que mon cerveau du haut touche à mon cerveau du bas. Puis, on va en reparler un petit peu plus loin, mais nous, comme adultes, notre cerveau, il est complètement développé. Donc, en théorie, nous sommes en mesure d'utiliser notre cerveau du haut pour essayer de calmer notre cerveau du bas. Mais notre enfant, on va le voir un petit peu plus loin, lui, son cerveau est généralement encore immature, donc il a besoin de votre aide pour arriver à faire ça. Alors, bref, nous, on n'a pas toujours le contrôle comme parents sur qu'est-ce qui se passe dans notre vie, mais on a du contrôle sur comment on va percevoir cette situation-là, puis comment on va réagir à cette situation-là. Et la vidéo aussi, si vous avez des enfants un petit peu plus vieux, mettons 7, 8 ans en montant, il l'a dans les références, mais ça peut être intéressant de regarder ce vidéo-là aussi avec vos plus grands. Ça leur permet de comprendre un petit peu comment ça se passe dans leur tête, finalement, puis qu'est-ce qui se passe quand ils vivent une émotion forte. Fait que ça peut être intéressant à faire comme avec eux. Alors, mettons qu'on perd patience avec mon enfant, si on revient à la situation du devoir où j'ai levé le ton, je l'ai envoyé dans sa chambre, je l'ai menacé d'une conséquence, j'y ai dit de s'arranger tout seul, donc j'ai perdu patience finalement. Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant dans ce temps-là? Alors, mon enfant, ben, il peut vivre de la peur.
il peut vivre de l'impuissance, il peut vivre de la tristesse, de la honte, de l'insécurité. Parce que des fois, de sentir que mon parent il est dépassé, c'est un peu stressant comme enfant parce qu'on se dit, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va arrêter? On se rappelle que son cerveau, à lui, est souvent plus immature, donc peut avoir réellement la crainte parce qu'il n'a pas encore tous les petits outils. Hein. Son cerveau du haut, pour raisonner, là, il n'a pas encore tous ces petits outils-là. Fait que c'est difficile des fois de tout planifier ça. Et comme son cerveau, généralement, est immature jusqu'au moins à l'âge de 5 à 7 ans, puis des fois, ça peut être un petit peu plus long, bien, il en vient facilement à la conclusion de « Hey, si mon parent il est fâché comme ça, là, il doit pas m'aimer bien en ce moment. » Puis il le ressent véritablement. T'sais. Donc, et il peut vivre une augmentation du stress. Tout ce que je vous ai parlé sur le stress tantôt, bien, votre enfant a exactement les mêmes choses. On a le même cerveau à la base. Donc, lui, quand vous levez le ton, quand vos sourcils sont froncés, quand il voit que votre visage, il se passe quelque chose, bien, lui aussi, son petit système d'alarme dans son cerveau, il part, là. Puis là, son corps, lui aussi, il a des sensations de stress. Et souvent, comme il n'y a pas les mots pour dire « Papa, maman, je suis un peu stressée, puis j'aime pas ça de voir comme ça », bien, des fois, il va l'agir. Le comportement d'opposition va être encore plus intense que qu'est-ce qui était. Alors là, vous êtes sous stress, comme sur le bord de perdre patience. Votre enfant devient sous stress parce que vous êtes sous stress. Qu'est-ce qui risque d'arriver si on est stress du parent contre stress de l'enfant? Bien, c'est une guerre de pouvoir qui s'entame, de qui aura le dessus sur qui. On est dans une escalade. Et ça finit rarement bien. Généralement, comme on finit les deux fâchés, généralement, comme parent, après, je me sens un peu coupable. Je me dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû intervenir autrement, ou je sais pas ce qui m'a pris. Et mon enfant, ben, des fois, on se rappelle même plus pour quelle raison on s'est chicané, puis pour quelle raison on est rendu là. Et si, par exemple, je l'ai envoyé dans sa chambre parce qu'il voulait pas faire ses devoirs, ben, il les a pas plus fait, ses devoirs, quand il va sortir de sa chambre. Fait que ça va être à recommencer tout ça. Alors, ça a rarement un effet bénéfique, autant pour vous que pour l'enfant. À qui vous pensez revient la responsabilité de reprendre le contrôle quand on est en guerre de pouvoir, là, de qui aura le dessus sur qui? À qui vous pensez revient la responsabilité de reprendre le contrôle? Ouais, je suis contente que vous ayez la bonne réponse. Alors oui, c'est le parent. Mais pourquoi? Pourquoi c'est le parent? Bien, entre autres, pour ce qu'on vient de voir, que vous, comme parent, comme adulte, en fait, vous avez déjà votre cerveau il est complet. Hein, le développement de votre cerveau est complet. Votre enfant, ce qui est important de savoir, c'est que 90% du cerveau de votre enfant se développe entre l'âge de 0 et 7 ans. Et son cerveau du haut, là, qu'on parlait tantôt, là, qui aide à rationaliser, à trouver des solutions et tout ça, lui, sa plus grosse phase de développement, c'est entre l'âge de 5 ans et 7 ans. Et ça peut aller jusqu'à 9 ans aussi. Ce qui fait que d'ici ce temps-là, d'ici le temps qu'il arrive à développer, comme dans la vidéo, là, on a vu que le petit garçon, à la fin, il avait envie de frapper sa sœur. Mais il s'est dit, calme-toi, on va trouver une solution, ça va bien aller. Ça, c'est un exemple parfait, là. Ça, entre 5, quand son cerveau du haut commence à se développer, vous allez voir de plus en plus d'exemples. Évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça dépend aussi du contexte d'éducation, de développement, de plein d'autres facteurs. Mais ce qui fait que d'ici le temps que son cerveau du haut soit plus développé, il a besoin de vous pour aider à ramener son cerveau du haut sur son cerveau du bas pour se calmer quand il est en colère, quand il est triste, quand il vit une émotion qui est intense. Donc, alors, ce qui fait que vous êtes comme un peu son traducteur ou son interprète de qu'est-ce qui se passe dans son corps. Hein? Comme ici, on a un interprète qui vous aide à comprendre en anglais ce que moi je vous dis en français. Bien, c'est un peu la même chose. Vous êtes le traducteur des émotions qui se passent dans le corps de votre enfant. Donc, vous aidez à mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe dans son corps. L'autre raison qui fait que on est un modèle, c'est que vous êtes un modèle pour notre enfant. Ben votre enfant, pas notre, mais votre enfant en fait, c'est que tout ce que vous dites, l'enfant il va devenir expert de tout ce que il a le plus vu, le plus entendu et le plus vécu. Le bon comme le moins bon. Il retient pas juste le bon.
On aimerait ça, mais c'est pas la réalité. Il retient le bon comme le moins bon et le plus fréquent de ce qu'il a vécu. Donc, si dans 90% des situations de conflit, je m'emporte et je perds patience, ben l'enfant retient ces méthodes-là, dans le fond, d'expérimentation puis de mise en application pour régler un conflit puis régler une situation d'émotion qui est intense. Alors, j'ai un petit vidéo. Je ne sais pas il reste combien de temps, juste parce que je vais peut-être le sauter si. Ah, on a du temps. OK, ben, je vais vous le présenter. D'abord, qui explique un petit peu, dans le fond, cet aspect-là de la plasticité cérébrale, puis quel impact ça a. Là, on va espérer que. D'accord. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant.
Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Alors, dans cette vidéo-là, on met beaucoup l'emphase sur le développement précoce du cerveau, hein, tu sais, le 0, 3, 4, 5 ans. Quand on regarde cette vidéo-là, puis nos enfants sont rendus un petit peu plus grands, ça se peut des fois je sais pas ce que vous dites, mais des fois on peut se sentir un peu coupable, on peut se dire, mais mon Dieu, j'ai-tu gâché la structure de son cerveau à jamais? Mais en fait, le titre de ce vidéo-là, c'est la plasticité cérébrale. Donc, il est jamais trop tard pour faire autrement, pour intervenir autrement, pour essayer de comprendre c'est quoi les besoins qu'il y a derrière le comportement de mon enfant, pour l'entendre, pour l'écouter, pour l'accompagner. Il est jamais trop tard. Ça se peut que ça soit un petit peu plus long, mais ce que vous faites, tout ce que vous avez l'intention de faire avec votre enfant, c'est jamais perdu, puis ça, c'est important de le garder en tête. Alors, nous sommes rendus à la partie plus des moyens concrets. En fait, je fais quoi pour essayer de garder davantage mon calme dans certaines situations qui me demandent beaucoup d'énergie, en fait. Alors, à titre préventif, on peut se questionner sur moi, là, c'est quoi mes facteurs puis mes déclencheurs de stress sur lesquels je suis plus vulnérable. Tu sais, tantôt, je vous ai présenté une fiche sur les différents facteurs déclencheurs de stress. Donc, vous, dans votre vie actuellement, là, c'est lesquels qui sont les plus auxquels vous êtes plus vulnérable ou que vous vivez le plus. Puis de se dire sur quoi j'ai du contrôle là-dedans. Il y a des situations qu'on a plus ou moins de contrôle. Il y a des situations qu'on en a un petit peu. Et l'objectif, c'est pas excusez, n'est pas d'enrayer totalement ce facteur de stress-là, parce que des fois, il est dans notre vie puis il est là pour y rester, mais de voir c'est quoi le petit pas ou le petit geste que je peux faire pour essayer de diminuer juste un petit cran le stress que ça me génère, puis progressivement faire un autre petit pas, puis enlever encore un petit peu de stress. On peut se référer aussi, c'est quoi moi mes ingrédients de stress? Hein? Tantôt le gâteau du stress que je vous parlais, là, moi est-ce que c'est quand je manque de contrôle, quand c'est prévisible, quand je sens que mon ego est menacé, que systématiquement, ça génère des tensions dans mon corps. Et un autre outil qui est vraiment très précieux, c'est quelles sont vos sensations corporelles, vous, quand vous commencez à être stressé? Moi, je sais, quand je suis stressée, là, je serre la mâchoire, j'ai chaud, puis j'ai tendance à me tenir un peu comme ça. Donc en ce moment, j'ai chaud, mais on a chacun nos sensations corporelles. Ça devient des indices qui sont vraiment importants parce que quand vous sentez que ça monte, là, ça fait comme oh, il se passe quelque chose dans mon corps là. Et que là, je vais m'arrêter 2 secondes, puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui me stresse en ce moment. Puis c'est important aussi si je cible en fait à quoi je suis le plus sensible, bien, vous risquez de trouver des moyens qui vont être plus adaptés à votre situation. Parce que ce n'est pas vrai que le yoga ou la méditation fonctionne pour nécessairement tout le monde. Il y en a pour qui ça peut vraiment faire du bien, que ça va être super bénéfique. Puis il y en a que juste entendre le mot, là, ils stressent encore plus, puis que vraiment, ça correspond pas à leur rythme de vie puis à leur mode de vie. Donc, c'est de trouver le moyen ou les moyens, mais qui font du sens pour vous. Ça, c'est super important. Il n'y a pas une méthode universelle. Alors, une image que j'aime beaucoup, qui vient pas de moi, mais qui vient d'Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute
en France, excusez. Puis, elle utilise cette image-là du masque à oxygène. Tu sais, comme quand vous prenez l'avion, quand ils vous annoncent les règles de sécurité, ils vous disent tout le temps, c'est important de mettre le masque, de vous mettre le masque à oxygène avant de le mettre à votre enfant pour être en mesure de prendre soin de lui. Parce que si je tombe sans connaissance, je serai pas très aidante pour mon enfant. Ben, dans la réalité, c'est la même chose. Quand mon enfant s'oppose ou écoute pas une consigne ou me crie après, si je prends pas le temps de mettre mon masque à oxygène, les chances que j'ai une réaction éducative attentionnée, remplie d'empathie, sont très faibles. Fait que quand je mets mon masque à oxygène, ça augmente mes chances d'intervenir de manière plus calme et posée. Donc, c'est juste une image, mais des fois, de coller cette image-là sur votre frigo, sur la pièce dans laquelle il vous arrive de perdre patience le plus souvent, ben des fois, juste de regarder cette image-là peut vous faire un rappel de hey, c'est vrai, hein, peut-être que 2-3 respirations ou autres, là, ça me ferait du bien. Alors, on va aller dans les moyens plus concrets. C'est des moyens qui ont fait l'objet de recherches scientifiques, entre autres par Sonia Lupien, que je vous parlais tantôt, qui est, bon, c'est ça. Donc, rire. Rire nous permet de sécréter des hormones de bien-être dans notre corps et de diminuer nos hormones de stress. Donc, quand je vis une période dans ma vie où je suis bien stressée, de parler avec une amie qui nous fait rire, de regarder un vidéo qui nous fait rire sur YouTube. Tu sais, quand je sens que je vais être sur le bord de perdre patience, d'aller m'enfermer dans la salle de bain puis de regarder un petit vidéo de YouTube, de chat, de peu importe, de qu'est-ce qui vous fait rire, ça peut juste redescendre un peu la pression puis vous permettre de voir autrement la situation. La respiration abdominale, c'est-à-dire ça, c'est la respiration où je gonfle mon ventre là, comme un ballon quand je respire, quand j'inspire et que j'expire doucement. Donc ça agit vraiment comme un frein sur mes hormones de stress. Puis si vous êtes plus ou moins à l'aise avec la respiration, le fait de chanter a le même effet. En fait, ça fait les mêmes mouvements du diaphragme, puis on a le même effet. Donc si vous chantez à tue-tête, en bougeant, en dansant, là, ça sera encore mieux parce que là, bouger, c'est un autre élément qui permet de libérer les tensions. Donc, de faire du sport, de courir, de sauter, de danser, c'est toutes des choses qui permettent d'éliminer les tensions dans mon corps. Et avec les enfants, là, c'est super winner. C'est vraiment, ça va vraiment les chercher où ils sont rendus dans leur développement. Pas besoin d'aller au parc qui est à 15 minutes de la maison. On peut juste faire monter, descendre les escaliers, tourner 4 fois autour du divan, courir sur place. Ils trouvent ça drôle, puis ça leur permet de libérer les tensions que j'ai accumulées. Donc c'est un autre moyen. Les câlins. Les câlins, là, ça a un pouvoir insoupçonné qui est pas assez connu. Mais quand on fait des câlins, là, on libère l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour, l'hormone de « je me sens bien dans mon corps ». Et un câlin, là, pour qu'il sécrète cette hormone-là, il faut que ça dure au moins 7 à 10 secondes. Idéalement plus, là, mais le minimum, là, 7 à 10 secondes. Donc, de se faire un gros câlin là, à votre enfant, là, à votre conjoint, à votre ami, c'est quelque chose qui permet vraiment de libérer ces hormones-là et ça fait du bien. Et quand vous le faites avec votre enfant, bien ça, dans le fond, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se passe entre vous, fait que ça renforce votre connexion parent-enfant et ça remplit votre petit réservoir affectif à chacun, qui n'est pas une partie de notre corps, là, mais qui est une image pour dire que on a tous besoin d'avoir un temps parent-enfant. Donc, ça a plein d'effets qui sont bénéfiques, le câlin. Ça a un effet magique et c'est un secret que vous devez toujours avoir dans votre petite poche et à sortir en cas de besoin qui fait du bien autant à vous qu'à votre enfant. Si vous n'avez pas un enfant à proximité, un conjoint, un ami, de flatter un animal peut avoir un effet semblable. Bref, le contact avec un humain, de toucher, d'avoir un échange de contact fait du bien et déstressant à retenir. De faire preuve de bonté. C'est-à-dire que regarder quelqu'un qui fait une bonne action ou moi-même faire une bonne action aurait un effet déstressant. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, dans les moments de stress, des fois de soit regarder une vidéo de quelqu'un qui fait un acte de bienveillance
ou vous-même rendre service à votre voisin, à votre enfant, à votre conjoint, peut avoir un effet déstressant. De partager aussi votre stress, de parler avec soit l'autre parent, soit un ami, soit un organisme communautaire que vous fréquentez, soit un réseau d'amis que vous avez, de juste partager qu'est-ce qui me stresse, là, ça fait un bien énorme. C'est-à-dire que l'important aussi, ce n'est pas de ruminer, tu sais, oui, c'est correct qu'on sorte ce qu'on a à sortir, puis il peut y avoir de la colère quand on l'exprime, mais l'objectif, c'est de laisser mon petit paquet de stress là quand je vais partir, puis de le laisser là, de pas l'amener avec moi quand je vais sortir, puis juste d'en parler. Des fois, ça me permet de voir autrement la situation, et si je vois autrement la situation, je vais intervenir probablement différemment aussi. De bouger, j'en ai déjà parlé, de se divertir. Tu sais, mon cerveau, là, quand il détecte quelque chose de menaçant, si j'essaie de lui changer les idées, puis que ça marche, bien là, il va réaliser que finalement, c'était peut-être pas si dangereux que ça. Donc, admettons, quand vous sentez que la tension monte, des fois, de penser à un moment en famille que vous avez vécu qui était agréable. D'avoir toujours une photo de votre enfant, là, tu sais, quand vous la regardez, vous faites « Ah, tu sais, il y a comme quelque chose d'apaisant dès que vous la regardez ». De penser à un moment agréable, en fait, c'est que ça fait comprendre à votre cerveau que la situation était peut-être pas si menaçante que ça, puis ça va comme le distraire un peu. Donc, ça peut être quelque chose de bénéfique. D'autres éléments plus très pratico-pratiques, mais encore là que vous pouvez avoir les votes, mais des fois, là, si je me retire, que je compte jusqu'à 10, que je compte jusqu'à 10 à l'envers, que je bois un verre d'eau, que je regarde du verre dehors, de m'étirer, de faire des activités manuelles. Tu sais, ça peut être cuisiner, faire du ménage. Des fois, ça ne tente pas parce que c'est pas toujours le fun, mais ça peut être de faire un mandala. Ça peut être quelque chose de, tu sais, que j'utilise mes mains, là, tricoter, quelque chose que j'utilise mes mains puis qui m'enlève un petit peu de mon cerveau, qui m'aide à faire une petite pause de qu'est-ce qui est stressant. D'écouter de la musique, ça aussi. La seule chose à retenir, c'est que votre respiration va se caler sur, pas se caler, mais se rythmer à la musique que vous écoutez. Donc, si vous écoutez de la musique qui a beaucoup de battements par minute, ça se peut que ça vous calme pas beaucoup. Fait que vous pouvez, si vous mettez vos écouteurs, que vous chantez, que vous bougez, que vous dansez, là, ça va être merveilleux. Le stress va descendre en dedans de 30 secondes. Et d'écrire aussi, si vous n'avez pas la chance de partager avec quelqu'un, juste d'écrire ce qui vous met sans filtre, là. J'écris. Ben c'est sûr qu'on fait pas ça sur le moment quand mon enfant me dit non, je veux pas faire mes devoirs. Là. Attends un petit peu, je vais sortir mon cahier, je vais l'écrire, mais c'est plus soit après, soit avant que je peux prendre un temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là. Alors, à garder en tête pour essayer d'éviter l'escalade avec mon enfant, je peux toujours nommer à mon enfant ce qui se passe. Dans le sens que je peux lui dire, « Hey, là, maman, elle sent que, ou papa, je sens que j'ai comme une boule de colère qui monte en moi, là. Je vais aller dans ma chambre 2 minutes pour respirer. » Ou le truc que vous avez choisi, là, que votre enfant connaît, que vous faites tout le temps pour essayer de vous calmer. Donc, juste de le nommer, bien, de un, vous devenez un modèle pour votre enfant parce que vous lui montrez une façon que quand je sens que ça monte, je me retire, je vais me calmer, puis après, je reviens. Et ça rassure et ça sécurise l'enfant aussi. Parfois, de modifier le dialogue dans ma tête. T'sais, des fois, j'ai envie de dire « Hey, là, je suis plus capable, il me tape ses nerfs. » Puis c'est correct, là. Il y a des jours que ça nous arrive, mais des fois, de changer ce discours-là dans ma tête en disant « Là, je vais mettre mon masque à oxygène, je vais respirer. » Ou de se demander qu'est-ce qu'il essaye de me dire par ce comportement-là, par exemple. C'est un exemple, mais de modifier le discours dans notre tête, ça peut faire une différence. De téléphoner à quelqu'un, soit un autre parent, soit un ami, soit une ligne parent, soit au 811. Vraiment, si je sens qu'il faut que je parle à quelqu'un parce que je vais exploser, ça peut être des options qui sont intéressantes. Quand vous avez envie de mettre votre enfant dans sa chambre, là, généralement, c'est parce que je me sens à bout comme parent, je me sens un peu impuissant et que je perds le contrôle. Alors, ce que moi, je vous propose, c'est de vous retirer dans votre chambre, dans la salle de bain, sur le balcon. Évidemment, s'assurer que vos enfants, dépendamment de l'âge, là, sont en sécurité, mais de vous retirer, d'utiliser la méthode ou les méthodes qui vous conviennent pour redescendre. Après ça,
on ressort. Parce que souvent, c'est nous qui avons besoin de décompresser un petit peu. Ce qui est important à retenir, comme je vous disais tantôt, pour savoir quel moyen correspond à moi, à ma personnalité, à qu'est-ce qui me fait le plus de bien, c'est important d'expérimenter. C'est en le faisant que vous allez voir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi, qu'est-ce qui m'aide le plus à diminuer les tensions puis à me calmer. Si jamais vous sentez que malgré les différents moyens, vous n'arrivez pas à faire redescendre cette colère-là, puis que cette colère-là vous domine, c'est possible de contacter, par exemple, les centres de la santé, les maisons de la famille, les centres d'amitié autochtones du Québec pour aller chercher un soutien, pour essayer de voir autrement puis de faire autrement. Est-ce que je m'excuse à mon enfant si j'ai perdu patience? Ben oui, je peux m'excuser à mon enfant et non, ça ne va pas gâcher votre relation d'autorité avec votre enfant. Au contraire, ça va lui montrer que, en fait, vous reconnaissez que vous êtes allé un petit peu loin, puis de lui dire, au moment où on est rendu calme, de se mettre à sa hauteur, de lui expliquer, hey, tantôt, là, quand tu m'as dit non pour faire tes devoirs, là, je m'excuse, là, mais là, il n'y a rien dans ma soirée qui se passait comme prévu. Maman était stressée, j'ai pogné les nerfs. Je suis désolée, on recommence ça à zéro. De juste nommer ça, ça peut... ça rassure l'enfant, ça renforce votre lien parent-enfant, puis ça lui donne confiance en vous aussi comme parent. Et c'est important de terminer ces moments-là par un moment, un câlin, c'est l'idéal, on a vu, ça a un pouvoir magique, mais ça peut être quelque chose, que vous avez un rituel avec votre enfant qui vous appartient, là, mais par un petit moment de connexion. Là. Il n'y a pas besoin d'être 10 minutes, ça peut être 2 minutes, mais juste de dire, OK, là, on revient ici, là, puis on est rendu ici, on repart à zéro, puis ça va bien, on repart. Donc ça peut... c'est important, en fait, de le faire dans les moments. Parce que quand notre enfant perd patience, quand lui, il crie, il tape, il mord, on lui demande toujours de s'excuser. Donc, c'est la même chose pour vous comme parents. Vous devenez aussi un modèle à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, on a parlé de réaction de stress. On a vu que, oui, les comportements de nos enfants pouvaient déclencher une perte de patience, mais on a vu aussi qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui nous appartient comme parents, puis qu'on a du pouvoir sur ces sensations-là dans mon corps, puis j'ai du pouvoir pour baisser ce niveau de stress-là, puis intervenir autrement. On a vu aussi que si moi, je suis sous stress comme parent et que mon enfant est sous stress comme enfant, généralement, ça finit pas super bien. On est en guerre de pouvoir, puis ça donne pas grand-chose à part d'être les deux en colère, tristes, puis un peu mal à l'aise avec tout ça, finalement. On a parlé aussi de mettre son masque à oxygène avant d'intervenir, qui est une image, évidemment, mais donc de garder cette image-là en tête. On a parlé aussi que pour savoir c'est quoi les moyens qui me conviennent le mieux, moi, là, il faut que j'expérimente, il faut que je les essaie, il faut que je les teste, il faut que je vois qu'est-ce que ça m'a fait, puis c'est comme ça que je vais savoir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi. Et je vous invite à en parler de ce que vous vivez avec l'autre parent. Si vous n'avez pas la chance d'être avec l'autre parent, que vous êtes monoparental, de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, quelqu'un que vous fréquentez dans les organismes ou peu importe, mais de pouvoir en parler, de déposer ça avec quelqu'un pour essayer de voir et de faire autrement, c'est super précieux. Alors, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, de votre présence. Et je ne sais pas si on a un petit peu de temps, si jamais il y a des questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de questions? J'étais si claire que ça veut dire « Wow, je suis impressionnée, hey, merci! » Tant qu'à être là. Allez-y. Quand mon enfant ne veut rien savoir, à quel moment je dois lâcher prise? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on s'est dit tantôt, dans le fond? Est-ce que je dois lâcher prise comme parent?
Dès le moment où je sens qu'on tombe dans une guerre de oui, non, oui, non, oui, non, là, c'est un bon moment pour se dire comme parent, OK, là, je pense que c'est à mon tour de lâcher prise puis de passer de reprendre le contrôle de la situation puis de jouer mon rôle de parent dans cette situation-là. Ça vous va? Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite un bon 2 jours de conférence, puis amusez-vous bien. Merci.